Comment ça va? J'entends que le son est un peu bas, mais j'arrive. Et hop là! Yo! Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Normalement le son a baissé. Parce que j'ai super bien foutu mes trucs. Alors oui, mais du coup on m'entend plus. J'arrive. Bon, c'est mieux là, non? Ça devrait? Ouais, j'ai un peu beaucoup baissé le son hier parce que j'ai vu que le son était pas les paramètres son n'étaient pas nickel au niveau du micro, qui allait un peu fort pendant que la piste 6 était un peu basse. J'ai essayé de remettre les deux un peu ensemble, sauf que du coup ils se noient trop l'un dans l'autre. Bon, ça je peux pas le monter, donc il faut le monter ici. C'est pas une bonne idée, on va le monter. On va monter le son par ici. Ça prend 8 plombes à charger, donc et ça vient. Ça, on va le mettre sur le droit. Voilà, bon, on est en 3. En 2, allez. Oula, j'entends le changement là d'un coup. Voilà. Est-ce que mon son représentatif maintenant? Oui. Alors. Par rapport à la ZICMU. Trop. C'est trop. Voilà. On va mettre comme ça. Là, ça devrait être mieux. Alors oui, mais non. Je vais encore baisser le son ici alors. Alors oui, mais non. Non, là non. Je vais encore baisser le son ici alors. C'est toujours trop là? C'est mieux. J'hésite à baisser un peu le micro parce que j'ai besoin qu'on entende ma voix par-dessus la piste 6 et j'ai monté la piste 6 donc ce serait un peu con que... Mais ouais, on m'entend fort quand même. Vas-y, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Ça doit être mieux là. Maintenant on devrait être OK. Mais ça reste fort quand même. Je me demande comment ça se fait. Parce que là, juste avant de changer les paramètres, bah, c'était moins fort que ça. Bizarre. C'est bizarre. En vrai, je vais pas le baisser plus, c'est un peu risqué. Donc voilà, j'ai monté la pièce 10 pour qu'on l'entende, parce qu'hier c'était pas tant le cas. En vrai, il vaut peut-être même mieux encore un peu la monter, mais bon, on fera ça progressivement, je regarderai ça sur la VOD, sinon on va jamais y arriver. Voilà. Bon, bah... Je vais juste baisser un peu ça. J'espère que ça gueule pas trop. Puis voilà. Comme d'habitude, s'il y a des problèmes avec le son, dites-le moi. S'il vous plaît, sinon je vais avoir du mal à régler le souci. Hein, tout seul, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Donc bon, ah oui, j'ai même pas regardé ce que je suis synchro. Si je l'étais pas, je l'aurais remarqué. Oui, non, c'est bon. Bon bah ok, on est bon. Bon. Bah voilà, on est bien là.
Voilà, voilà, les paramètres son, c'est fait. Youpi. La prochaine fois, ce sera encore le même merdier, malheureusement, parce que je vais sûrement rechanger encore un peu. Bon, on arrive sur la fin des changements de son à chaque live, là, normalement. On devrait avoir un équilibre un peu plus mieux. Parce que, en fait, à la base, je trouvais mes paramètres son super bien. Vraiment magnifiques. Genre merveilleux. Bon, je les trouvais bien, mais quand j'ai été sur les streams des gens dont je consomme le contenu sur Twitch, bah, j'ai remarqué que mon son était super faible, mais de partout. Du coup, je me suis dit, bah, je vais augmenter tout ça. Sauf que du coup, ça fout tout en l'air, parce que je peux pas juste augmenter avec les mêmes proportions. Sinon, je me retrouve avec des plafonds qui sont... Il y a des plafonds qui me limitent dans mes sons. Et je sais pas pourquoi. Donc, je me démerde pour trouver des astuces, et sauf que du coup, bah, à chaque fois, il faut refaire les paramètres. Mais mon son est plus fort globalement, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pousser tout le son du PC à fond pour avoir un son correct, quoi. Et oui, mais sauf qu'après, eh ben, la piste 6, elle est plus équilibrée. Par rapport au micro, ce qui fait que soit on entend super fort les micros et pas la piste 6, soit à l'inverse, on m'entend pas mais on entend bien la musique. Du coup, c'est du rééquilibrage. Beaucoup de rééquilibrage, et c'est là le problème, j'ai pas la moindre idée de ce que je fais avec mes trucs, donc... c'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Et donc voilà, comment ça va, vous? Moi, j'ai super mal dormi, bien sûr, comme d'habitude. J'ai un gros sommeil de merde, hein. Eh oui. C'est comme ça. De l'apnée, de l'hypopnée, TDAH, le stress, l'anxiété, bref. Et mon cerveau, il a dit, si on dormait pas, ce serait bien aussi, non? Juste ne pas dormir, ne pas le faire, quoi, genre, on le fait pas, quoi. Du coup, je lui ai dit non, et on a quand même réussi à dormir, mais bon. Déjà que le peu que je dors ne me régénère pas, c'est-à-dire qu'en gros, dans le sommeil, il y a différentes phases. La phase de sommeil qui vous permet de vous reposer, hein, si on considère que dormir, c'est régénérer l'énergie qu'on a perdue la journée, la partie du sommeil qui permet de faire ça est déjà de base pas très longue. Peut-être 1 heure ou plus, je sais plus. Chez moi, la dernière fois qu'on a regardé, parce que j'ai fait une polysomnographie quand j'avais 14 ans, j'en ai 22, ça a un peu changé, ça durait 1 demi-heure. Et c'était entrecoupé de pauses. Voilà, curieusement, à cette époque-là, je dormais pas beaucoup. Genre, l'essentiel du temps, déjà, je dormais pas la nuit, et puis, sinon, je dormais parfois entre 1 et 4 heures la journée, quoi. Quand j'avais de la chance. Donc, c'était pas évident, les études, hein, ouais. M'empêchait pas d'expliquer à mes profs des trucs qu'ils savaient pas, ou de leur dire qu'ils avaient tort, et j'avais raison. Mais, bon, voilà, quand même. Bon, je dis ça, en vrai c'était malheureusement pas avec tous les profs, hein. J'aurais aimé, mais non. Mais voilà, du coup, ça a fait que... gros sommeil de merde, quoi. Et malheureusement, c'est les raisons qui font que ma phase de sommeil profond est comme ça sont chroniques. Ça va jamais changer, voilà. Je vais jamais avoir un meilleur sommeil, à part si je me bourre d'antidépresseurs, de somnifères. Tout ça, c'est extrêmement additif. J'ai pas envie, hein. J'ai pas envie. Donc on dit qu'on fait autrement. Du coup, là, pour l'instant, depuis des années, quoi. Depuis des années, je fais pas. Voilà, je fais pas. Du coup, c'est super chiant, voilà. C'est vraiment très très chiant. Mieux. En fait, ça veut dire que je suis mal mis, mais c'est toujours pour des raisons que je sais rien y faire, quoi. Je pense que c'est juste, à force de me tenir mal, mon corps, il supporte plus rien, quoi. Je pense honnêtement que le problème vient de là, mais je suis pas sûr. En fait, j'ai un repose-pied, on va dire, en dessous du bureau, sur lequel je repose mes pieds. Salut. Mais, en même temps, j'ai un bureau assis debout qui peut se lever. Et moi, si je pouvais, je serais beaucoup plus à l'aise, je pense, de streamer debout. Sauf que debout, on a un petit souci. Ma caméra peut pas aller plus haut que ça. Comment vous dire? On va avoir un petit problème, non? Plus haut les yeux, s'il vous plaît. Je dessus. Non, mais en fait, parce que... Bon... Du coup... C'est chiant. Voilà. Donc les streams assis debout, c'est pas possible. Ou alors, il faut que je m'achète un trépied qui fait 2 mètres de haut. C'est pas tout de suite prévu, là.
Ce n'est pas... Ça rentre pas dans mes frais, les enfants. Donc, comment qu'on fait? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Donc, c'est la baise. La bonne baise. Donc, je sais pas comment régler ceci. D'autant que mon décor ne va pas assez haut pour les streams debout. Donc, vous aurez juste mon gros mur gris dégueulasse de merde à chier. Pas sûr que ce soit intéressant. Du coup, c'est la baise. Donc, les streams assis debout, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Du coup, je suis mal mis. Parce que par terre, j'ai l'impression... Enfin, je penche automatiquement vers le vent parce que j'ai une posture de merde. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un repose-pied pour me mettre vers là. Oui, mais en fait, non, parce que du coup, je suis mal mis parce que j'essaie constamment de coller à mon bureau parce que mon écran de PC est trop loin. Sauf que mon écran de PC, il a genre 10 cm de moi. Si je le rapproche, je l'ai dans le pif. C'est pas possible. Donc, comment qu'on fait? Ben, je ne sais pas. Mais je me sens constamment mal mis à ce bureau. Mieux mis qu'avant, parce qu'avant, mon bureau faisait 60 cm de haut. Là, il est à 90. Et encore, je le mets un peu bas. Comment vous dire que... oui, bon, bah voilà, quoi. C'est un peu différent. Et avant, en plus, j'avais pas le support que vous voyez là, le machin qui surélève mon PC, je l'avais pas. Donc mon PC était vraiment... là, quoi. En fait, pour regarder mon écran, il fallait que je regarde ici. En dessous de la caméra, donc. Là, c'était le haut de mon écran. Voilà. Comment dire que... chiant. Vite fait chiant, quand même. Donc, comment qu'on fait? Eh ben, on pleure. Et puis, un jour j'ai pu acheter ce putain de bureau, qui est fantastique. Puis voilà. Et du coup, je suis joie maintenant. Mais quand même, toujours mal mis, et ça, c'est chiant. D'autant que... j'ai pas des masses... Enfin, si, en vrai, j'ai de la place sur ce bureau, c'est juste que je m'en sers n'importe comment. Mais... j'ai un chat, donc il faut toujours qu'il y ait un minimum de place, et la disposition de la pièce fait que là, je peux pas tellement bouger. Et j'aimerais bien avoir mon PC en face de moi. On va avoir un petit souci. Comment vous allez me voir du coup? Hop là, bienvenue. Donc il va falloir que j'utilise mon gros cerveau et que je cogite à une solution, parce que je peux pas tout vouloir en même temps, je peux pas avoir un plan décalé, et en même temps avoir mon PC... Enfin, un plan en face de moi et en même temps avoir mon PC devant, pas possible. Un plan décalé, on va être honnête, ça me casse les couilles, d'autant que le décor devrait être de travers aussi, ça va me faire chier, et je peux pas faire ça de toute façon. Mon décor, il doit rester tel qu'il est parce que je peux pas le mettre autrement. Donc c'est la baise. Voilà, du coup là, je suis beaucoup moins penché qu'avant, mais je suis pas droit là toujours. Et je suis constamment mal mis. En plus, TDAH oblige, j'ai la bougeotte, bref, c'est super chiant. Voilà, c'est super chiant, oui, c'est super chiant. Donc j'espère que je vais finir par trouver une solution à cette merde là, parce que c'est casse-couille. Et puis il est pas impossible que je déménage aussi, j'espère que ça va changer quelque chose. Ça. J'aimerais bien. Enfin voilà, c'est ça pour les problèmes de position sur le bureau, quoi. Bref. Qui gratte. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'habitude, on parle de bébêtes bizarres. Aujourd'hui, on ne fera pas exception à la règle, parce que c'est le concept de ma chaîne, en fait. Mais, on va choisir, et ça, c'est là que c'est compliqué. J'en ai trouvé une qui m'intéresse, mais il faut choisir l'autre. Et je ne sais pas. Donc, quand je dis des bébêtes bizarres, ça peut être n'importe quoi. Je dis bébêtes, mais ça peut être des plantes, des champignons, des bactéries, ce que vous voulez, des trucs éteints même. Ce que vous voulez, juste une bébête assez peu connue de préférence et qui est chelou, quoi. Et mais après, tout est chelou, on va dire. À partir du moment où on décide de s'y intéresser et où les gens ne le font généralement pas, c'est chelou. Ça sort des habitudes. Prenez une vache, vous avez déjà pensé à quel point c'est bizarre une vache? Parce que c'est super bizarre une vache, hein, qu'on s'entende bien, donc voilà, du coup voilà, merde. Du coup, voilà, si vous avez des idées, vous pouvez les balancer dans le chat. Il y a la suggestion box sur ma page d'accueil Twitch. Vous pouvez aller mettre vos trucs là-bas. Et comme ça, les gens pourront les voir. Et si vous n'avez pas envie d'être vu, ce que je peux comprendre, parce que moi-même, j'aime pas trop ça. Qu'est-ce que je fous ici? Aucune idée. Bah, vous pouvez toujours me l'envoyer par mail. Il y a mon adresse mail pro dans la description. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Et puis ouais, bah comme ça on pourra lancer, quoi. Et sinon, qu'est-ce qu'on a dans les... Parce que je me suis fait une petite liste pour Halloween, et j'ai trouvé plein de bébêtes qui rentraient pas tellement dans le thème,
Et du coup, j'en ai pas parlé. Et j'en ai trouvé une qui rentrait totalement dans le thème, mais j'avais des trucs qui collaient mieux quand je l'ai trouvée. Du coup, j'ai décidé de pas la passer. Qu'est-ce qu'il fait quoi, là? Arrête. J'ai décidé de pas la présenter, mais de on la reverra un jour, quoi. Et ça commence à me faire chier. Allez, tant pis. Donc je me suis dit, on la reverra un jour, peut-être. Peut-être on va peut-être en parler aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'un champignon. Ce n'est pas le champignon parasite qui prend le contrôle des fourmis dont s'est inspiré The Last of Us. On en a déjà parlé. Tu veux voir ce que c'était? Eh ben, va voir sur ma VOD sur YouTube. Voilà. J'ai une chaîne YouTube. Les liens sont globalement partout où tu peux regarder. Si vous êtes aveugle, je suis désolé pour vous. J'ai pas de solution. Voilà. Attendez. Voilà. La chaîne c'est Spect, comme ici, mais avec rediff derrière pour YouTube, quoi. Parce que Twitch ne garde pas mes VOD plus de 7 jours, là où YouTube garde tout, sans limite de temps, jusqu'à ce que les serveurs crashent. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de montage par contre, hein, je ne fais que poster les VOD parce que le montage est un petit peu compliqué, hein, je ne sais pas faire ça, donc voilà. Moi, parler tout seul en boucle pendant des heures, ça je sais faire, pas de souci, mais le montage c'est au-dessus du niveau de mon cerveau. Et donc, comme je disais, j'ai trouvé à Halloween une bestiole dont on pourrait parler, mais que... parce que du coup je l'ai pas abordé, mais ça va faire un peu Halloween, quoi. Sachez que c'est dans le mood, quoi. Voilà, et il y a d'autres bestioles du coup dont on pourrait parler. Je pense qu'on va commencer avec le monstre de Gila. Parce que en relisant ma liste, j'ai fait ouais, le monstre de Gila, ah vas-y, ça sent l'insecte ou le lombric ou le ver ou ah, j'ai pas envie. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez sympathique. Enfin, sympathique, je sais pas, mais c'est coloré quoi. Donc le monstre de Gila. Et du coup, il y a d'autres trucs. J'ai des grosses fleurs. Non, c'est pas codé. C'est vraiment j'ai une grosse fleur dans les notes. On peut parler d'une grosse fleur. Il y a des insectes, il y a des crabes, il y a des... Je sais pas faut définir ça. J'ai écrit mix koala et okapi. Voilà. Je me suis dit je vais écrire un mix and twist et après on verra. T'inquiète. Meilleure description ever. J'ai des... Alors, c'est pas... On va dire un équivalent des méduses. C'est pas une méduse, hein, mais c'est un peu une méduse. Des lézards encore. Et des... souris. Voilà. Donc, si vous avez une préférence entre la souris, les insectes, le champi, la fleur, le crabe, la souris, le mix, là. Et il y a des virus aussi. Pas des virus qui tuent les gens a priori, rassurez-vous. Hein. Ici, on ne parle que de virus sympathiques, excepté une fois au chalet avec celui avec lequel on a commencé, qui était le Plasmodium, qui est pas le plus sympathique des... Non. Il donne une maladie super vénère, c'est pas la malaria, ça c'est les moustiques, c'est un autre truc. Il donne un truc pas fun, un truc un peu mortel. Mais les trucs dont on pourrait parler aujourd'hui, c'est pas ça. Rassurez-vous. Celui-là, il est intéressant, mais il est pas dangereux pour nous. Voilà. Ah oui, il faut que je vérifie ici. Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que le son est ok? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, bah. Et là. Et ben voilà. Donc on va parler du truc là dont j'ai parlé au début, le monstre de Gilou, bien sûr. Et voilà. Attendez. Hop.
Et donc on va y aller, mais d'abord, avant de parler du monstre de Gilou, comme d'habitude, générique. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je déclic l'appareil photo sur moi qui peut compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est mon petit chat de 8 ans et demi. Bon, il est plus si petit que ça maintenant. Hein? Il dort dans mon lit. Mais bon. Et donc, on va parler de lui. Qu'est-ce que c'est, celui? C'est le monstre de Gilou, du coup. Moi, je propose de le rebaptiser le monstre de Gilou, c'est plus drôle. Ou un éloderme. Éloderma suspectum. Il est suspect. Le monstre de Gila est l'un des rares lézards venimeux. Habitant du désert, il peut se passer de manger de longs mois, stockant des réserves dans sa queue. Sa grosse queue, bien sûr. Voilà. C'est bon, on n'a pas de son. Si, on a du son, c'est bon. Alors, on a du son, mais moi je... Ah, mais attendez. Qu'est-ce que tu veux, attends. Voilà, c'est mieux. C'est un peu mieux. Bon, alors, le truc, donc, il a un mode de vie chelou. Le monstre de Gila évite les trop fortes chaleurs cachées dans un terrier. C'est un lézard? Non? Un lézard. C'est un lézard. Avec la gueule qu'il a, je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc c'est un... Il a sang-froid. Donc il est obligé de se chauffer à l'énergie du soleil. Comment ça se fait qu'il évite les fortes chaleurs? Après, bon, l'excès, c'est pas bon, hein, quoi qu'il arrive. Donc trop de chaleur, bah tu finis avec un lézard carbonisé, et pas assez, tu finis avec le même, mais congelé. Donc ça craint, mais c'est quand même bizarre. Genre, c'est quoi une trop forte chaleur pour lui? Donc voilà, je sais pas. Et oui, je rappelle que c'est un lézard, il a donc un sang froid, contrairement à nous qui avons un sang chaud. Le sang chaud, c'est chez nous l'un des différents moyens qu'on a de thermorégulation. C'est le moyen de réguler la température interne pour pas crever de froid ou de chaud. Quand vous sortez dehors et que vous avez froid, si vous mettez une doudoune, bah vous avez moins froid, bien vu. Sauf que ça, c'est plutôt pour réguler la température de façon externe. Vous rajoutez un truc autour de vous pour vous réchauffer en vous créant une couche de chaleur autour de vous. Sauf que votre corps en lui-même, il est déjà chauffé à 37 degrés. Si vous faites un peu plus ou un peu moins, il faut aller voir un médecin. Enfin, si vous faites un peu plus ou un peu moins, c'est plutôt le médecin qui va vous le dire, mais bref, parce que vous êtes potentiellement malade. Oui. De la fièvre, parce qu'avoir trop de température, c'est de la fièvre, ou pas assez, je crois aussi. Bref, c'est dangereux. Hein. Voilà. Et donc, ça c'est chez nous, mais chez les autres machins, c'est compliqué. Parce que eux, ils ont pas ce système de chauffage. Alors, comment qu'on fait? Et bah du coup, ils se chauffent autrement. Nous, comme on est chauffé à 37 degrés à l'intérieur, j'ai beaucoup de musique dans le casque. Si le truc est chauffé à 1, ouais, on se sait, chez nous, et bah du coup, on est au chaud de l'intérieur. Et surtout, on n'a pas besoin, on est constant, quoi. On a une température interne qui est constante. Non, ta gueule, constante. Et donc, ce truc-là, le monstre de Gila, lui, comme il a sang froid, il n'a pas du tout une température constante. Donc il peut avoir très froid ou très chaud, et tout ça, ça a des impacts différents sur son corps, entre autres sur son énergie. Un lézard, vous le foutez dans le froid, il va crever, mais avant tout, avant de crever, il va énormément ralentir, il va perdre de l'énergie, etc. Donc, je sais pas si ça marche dans le sens inverse avec la chaleur, je doute que l'effet de trop de chaleur est l'effet de stéroïdes sur un lézard, mais en tout cas, s'il y a trop de froid, bah, votre lézard, il va fortement ralentir. Essentiellement parce que son métabolisme va ralentir, je pense, parce qu'il faudra garder un maximum d'énergie pour se maintenir en vie. Bref. Donc, ce truc, qui a besoin, comme les crocodiles, etc., parce que c'est l'équivalent d'un panneau photovoltaïque, parce qu'il n'est pas chauffé de l'intérieur, de se chauffer avec l'énergie du soleil, ce truc a besoin d'être exposé à de la lumière et à de la chaleur, et il la fuit.
Après, c'est écrit, il fuit les trop fortes chaleurs, il fuit pas les chaleurs extrêmes. Enfin, il fuit pas les chaleurs normales. Donc je sais pas à quel point c'est trop une chaleur forte, quoi. Mais, voilà, dit comme ça paraît quand même bizarre. Et ça me paraît encore plus bizarre qu'il se cache dans un terrier. Voilà. Encore une fois, si tu veux éviter les chaleurs, effectivement, c'est une bonne idée, mais... Il hiberne durant l'hiver. Après une pluie, il peut plonger dans une flaque pour se rafraîchir. En stockant des réserves graisseuses dans sa grosse queue, il est capable de jeûner pendant plusieurs mois. Mais quand il mange, il peut ingurgiter jusqu'à 1/3 de son poids. Et tout ça, il le fout dans sa queue. Donc j'avais raison, il a une grosse queue. Il repère ses proies à l'odorat. Au printemps, à la saison de reproduction, les mâles s'affrontent en se repoussant à coups de pattes. Crétin! Les œufs pondus dès l'été dans les dépressions du sol vont éclore au printemps suivant. À l'éclosion, les petits produisent déjà du venin. Oui. L'espèce est quasi menacée, l'éoderme est protégé en Arizona. Bon, c'est bien qu'il soit protégé quelque part, mais ça craint quand même, quoi. Quels sont les signes distinctifs du lézard? C'est l'un des très rares lézards venimeux. En vrai, moi, je suis pas sûr qu'il y ait si peu de lézards venimeux que ça, hein. Son venin, produit en faible quantité dans les glandes salivaires, le machin qui produit la bave, est utilisé pour la défense, plus pour la défense que pour la chasse. C'est un puissant neurotoxique, j'aurais dû faire une avant, dont l'une des protéines est synthétisée et utilisée dans le traitement contre le diabète. Le monstre de Gila ne possède pas de mécanisme d'injection du venin lors de la morsure. De fins canaux situés à la base de ses dents conduisent la bave empoisonnée dans les plaies. Donc en fait, il vous injecte sa bave dégueu dans le sang. Et oui, pourquoi est-ce qu'on veut toucher le sang spécifiquement quand on est empoisonné? Parce que le sang, ça circule partout très vite dans le corps. Donc, et c'est vraiment le meilleur moyen de faire se propager le poison vite, quoi. Il va pas vous gnoquer si vous lui cassez pas les couilles. Il va pas vous prendre en chasse et vous gnoquer comme ça. Par contre, il va vous emmerder si vous le faites chier. Donc globalement, comme avec tous les animaux, toutes les formes de vie qu'on voit sur cette chaîne, comme d'habitude, je vous dirais bien de lui foutre la paix. Voilà. Admirez-le de loin. Étudiez-le tant que vous voulez, mais laissez-le tranquille par pitié. En tout cas, vous n'êtes pas en danger. Ce truc mange évidemment des insectes et des trucs du genre. Donc voilà. Parce qu'il a pas l'air bébou là comme ça. Il est trop mignon. Les légendes autour du monstre de Gila, bien qu'il n'ait été décrit qu'en 1869. C'est pas mal déjà 1869. Le monstre de Gila est connu des Amérindiens depuis longtemps. On le retrouve dans de nombreuses légendes, esprits pouvant rendre malades. Bah oui, du coup, s'il fait du poison, bien vu. Les guerriers pour les uns, tueurs de souffle, au souffle empoisonné ou aux vertus guérisseuses pour d'autres. Le mythe le plus improbable était celui selon lequel le monstre du Gila n'aurait pas d'anus. Il chie pas. Enfin si, il chie, mais il croyait que non. Sa bouche remplirait ce rôle, d'où son haleine fétide. Évidemment, c'est une blague. Enfin, c'est pas une blague, c'est une connerie de croyance de la part de gens très très cons, mais bref. Très naïf, disons. Mais évidemment qu'il a un trou du cul. Sinon, il meurt, en fait. Ou alors, il digère son caca d'une façon très efficace. Sauf que là aussi, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de perte, pas de rejet. Pas possible. Bref. donc voilà, un animal qui aurait pas d'anus, je n'y crois pas. C'est donc un squamat. Ah là, si seulement Link the Sun était là. Hop, suivant. Alors, le monstre de Gila, là vous le voyez bien sa grosse queue. On dirait un dard de guêpe. Une fois qu'on l'a remarqué, on peut plus le dévoir, hein. Ouais, c'est très chiant. Le gros lézard est donc venimeux. Le monstre de Gila est un gros lézard placide, aucune ce que ça veut dire, adapté à la vie dans les milieux arides et désertiques, chauds et où il n'y a pas grand chose. Ben, on voit bien là, hein, ça ressemble à du désert, quoi. C'est avec de la roche et du sable et du pas grand chose d'autre. Grâce à sa capacité à stocker la graisse, un peu comme moi, il peut ne faire que 6 repas par an, pas comme moi, et va hiberner une partie de l'année. Avec l'éloderme perlé, un cousin du Mexique et d'Amérique centrale, il est l'une des seules espèces de lézards venimeux. Ah oui, donc c'est quand même... tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Il est doté de glandes à venin et de crochets sur sa mâchoire inférieure, rendant sa morsure très dangereuse, même si peu d'accidents mortels pour les humains ont été rapportés. Évidemment, la plupart des gens sont pas assez cons pour lui péter les couilles. Et c'est bien. Continuons d'être pas assez cons. Je pense c'est une bonne nouvelle. Grosse tête. Pas moi qui le dis, c'est là. Il a une grosse tête et une grosse queue. Qu'est-ce qu'il n'a pas en modèle géant?
Écailles noires avec des motifs jaune-orange. Grosse queue épaisse. Et des écailles brillantes en forme de perles. Il vit dans les zones arides et désertiques du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, au nord du Mexique. Il fait 40 à 60 cm de long, avec la grosse queue, pour un poids de 1 à 2 kg. Oh, ça va, il est pas très lourd. Mes poids font 2 kg. Regardez. Un dans chaque main, là. Bref. Tapez ça là, parce que sinon je sais pas où les foutre. Heureusement maintenant quand je fais ça, parce que ça arrive encore parfois, ça me débranche pas mon micro au moins. Parce qu'avant quand j'avais pas mon micro actuel, bah ça me le débranchait tout le temps forcément. Ah merde, j'ai pas... Pardon, j'ai pas mis de chatty. MG il a pas mis de chatty. Bon ça va, j'ai rien raté. Alors... La femelle pond entre 5 et 10 œufs en été qu'elle va enfouir dans la terre sèche. Les petits naîtront 9 mois plus tard. Bravo. Le truc vit entre 20 et 30 ans, c'est pas mal ça. Ils sont omnivores, ils mangent des œufs de reptiles, des oiseaux et des œufs d'oiseaux, des petits mammifères, des lézards, des grenouilles, des charognes et des insectes. Ils bouffent tout quoi. Ils sont effectivement quasi menacés. C'est pas une interprétation au pif, hein. C'est une appellation officielle concernant la sauvegarde du truc. C'est son état de conservation, voilà, son statut de conservation, et ça correspond à quelque chose. Super, un bot. Non, ta gueule. Donc ça correspond, comme j'ai dit, à quelque chose, vous voyez pas, non, c'est bon. Et du coup, c'est chiant. Il y a vulnérable, quasi menacé, en danger critique d'extinction, éteint à l'état sauvage et éteint tout court. Je crois que c'est comme ça que c'est ça l'échelle, quoi. C'est une espèce protégée, heureusement, notamment dans l'état de l'Arizona, donc pas que dans l'état d'Arizona, il semblerait. Bonne nouvelle. Et alors là, information. Là, il y a que ça, là. Hein, voilà. Donc, Heloderma suspectum est un assez gros lézard qu'on trouve dans certains déserts, broussailles et forêts tropicales d'Amérique du Nord. Il est carnivore? Non. Déjà, ça commence mal. Il se nourrit aussi bien de proies vivantes que d'animaux morts. Bon, ça... Alors oui, il est carnivore dans le sens où il mange de la viande, mais il est omnivore dans le sens où il mange pas que ça. Attention. Et donc, il mange des trucs vivants comme morts. Ok, donc il est charognard. Il est charognard. Bon, ça c'est la classification pour les bandeurs de phylogénétique, ce qui n'est pas mon cas, ou en tout cas pas trop, donc je vous laisserai la source dans la vidéo YouTube, mais voilà, ici on va un peu survoler ça et le sauter. Les caractéristiques physiques, bon, on les a lues, hein, il fait entre 350 et 700 grammes en moyenne, jusqu'à 2,3 kg maximum. Ah oui, ici c'est plus nuancé, on nous a donné les tailles max en fait. Longueur, il fait entre 26 et 36 cm queue non comprise, entre max, jusqu'à max 60 cm queue comprise. Et ici, on nous disait qu'il faisait 40 à 60 cm de long avec la queue. Effectivement, ça paraît plus logique comme ça. Le monstre de Gila est un assez gros lézard qui possède un corps massif et aplati. Une grosse queue épaisse, une tête triangulaire assez plate et des pattes assez fines et puissantes. Ses yeux sont très petits, sa langue fourchue, et ses griffes sont assez longues. Il possède des glandes salivaires dans la gueule qui lui permettent de produire du venin. Mais j'ai pas compris ça, moi. Je pense qu'il produit du venin et que les glandes salivaires acheminent le venin jusque la pointe de ses dents, qu'ensuite il va vous planter dans le... Je vais pas savoir où, je m'en fous, et si possible, près d'un canal sanguin. Un vaisseau sanguin. Je rappelle que les vaisseaux sanguins, qui sont rouges parce qu'il y a une protéine dans le sang qui s'appelle l'hémoglobine qui rend votre sang rouge, vous êtes rouge parce qu'il y a du sang qui circule sous la peau. Donc, à peu près partout où il gnoque, il y a des chances qu'il vous gnoque dans une veine, quoi. Sa peau granuleuse est noire avec des bandes, des rayures ou des traits jaunes à rose. C'est vrai qu'il est couleur pêche un peu là. Les performances physiques.
J'espère qu'il est bon en son en longueur. Le monstre de Gila possède un venin très puissant. Il en émet cependant très peu à chaque morsure. Une seule morsure n'est pas fatale pour l'homme. Enfin, un truc qui vous tue pas sur le coup. Merci. Ça fait un moment qu'on en a pas vu en vrai. Hein. Les seuls trucs qui étaient relativement inoffensifs, c'était les arbres. Ces arbres étaient mes amis. Aire de répartition. Il vit dans quelques pays d'Amérique du Nord. Le monstre de Gila vit principalement dans les déserts, les forêts tropicales et les broussailles dans des climats méditerranéens. Et garrigues. Ça veut dire. Du coup, j'imagine que c'est un synonyme de climat méditerranéen, mais bref. Donc, dans les déserts et les terres arbustives xériques, un super encore un chiant, des forêts de conifères tropicales et subtropicales, dans les forêts décidues, humides, tropicales et subtropicales, et dans les forêts terres boisées et broussailles méditerranéennes. Bref, il aime bien le climat chaud dans des endroits désertiques et rocailleux, comme on l'a lu, mais il peut aussi être tout à fait chill dans des endroits plus boisés, quoi. Régime alimentaire. Il est carnivore et charognard, et là on le voit en train d'essayer de gober un œuf. Un œuf qui m'a l'air un peu gros d'ailleurs, mais bon, pour lui, je veux dire. Le monstre de Gila mange des petits mammifères comme des rongeurs, des oisillons, des lézards, ainsi que des... Ah oui, des petits mammifères comme des rongeurs. Il mange aussi des oisillons, parce que c'est pareil. Des lézards, ainsi que des grenouilles, des insectes et des œufs. Il se nourrit également de charognes. Cet animal a besoin de très peu de nourriture, pouvant manger seulement 10 fois... Oui, alors c'est mal formulé, mais en gros, il peut ne manger que 10 fois par an. Il peut manger beaucoup plus que ça s'il veut, mais il faut qu'il trouve la bouffe, quoi. Et donc, il stocke le gras, jusqu'à un tiers de son poids maximum, dans sa grosse queue. Donc, c'est pas dégueu. Un tiers de 2 kilos, bon, il fait pas toujours 2 kilos max, hein. Parfois il fait 300 à 600 grammes. Évidemment, c'est quand il est pas bien nourri, quand il a pas trouvé depuis longtemps, je pense, mais voilà. Donc, il peut quand même stocker pas mal de gras dans son body. Vie sociale. Le monstre de Gila est un animal principalement solitaire. Cependant, il arrive qu'il vive dans des terriers communs. Ah putain, il fait des colocations alors qu'il aime pas ça. Non. À la saison des amours, le mâle cherche une femelle à l'aide de son excellent odorat. Il sent la mouffe. À cette période, les mâles se battent en se poussant et en frappant dans leurs pattes pour déséquilibrer son adversaire. Ah, ils sont des béquilles, là. Les gens qui se font des béquilles entre potes, là, je ne comprends pas. Ne faites pas ça, en fait. C'est trop marrant, il est tombé, lol. Comportement. Le monstre de Gila est nocturne et crépusculaire. Il est actif le matin, pendant la saison sèche, pendant la nuit chaude et ensuite pendant l'été. Il passe le plus clair de son temps sous terre, dans un terrier ou dans un abri rocheux. Pendant l'hiver, ces animaux hibernent pour éviter les conditions extrêmes. Ils courent lentement, mais sont très endurants. Alors que moi je cours lentement, mais je suis pas endurant du tout. À chaque fois que j'ai un bus qui passe, j'abandonne, hein, moi je cours même plus. Mais... Les prédateurs du monstre de Gila sont le coyote et certains rapaces. En vrai, il n'y a pas grand chose du coup, mais il y a pas mal d'espèces de ces deux trucs-là. Donc, Les techniques de chasse. Possédant une mauvaise vue, le monstre de Gila se fie à son odorat pour chasser. Et oui, on a bien compris qu'il sentait bien tout là. Une fois chose faite, il se rapproche il s'approche de sa proie et la tue d'une morsure ou l'avale directement gloops. L'espérance de vie du monstre de Gila est de 20 ans à l'état sauvage et 30 ans en captivité. C'est pas mal 20 ans quand même. Alors il fait des œufs. Elle pond ses œufs dans un trou qu'elle creuse dans le sable avant de le refermer comme des tortues. Ils sont polygames. Ils font des partous, hein. Enfin, je sais pas si ça partouze, mais ça baise un peu avec tout le monde. Il n'y a pas trop de limitation de... T'es pris, t'es pas pris, c'est bon, t'inquiète. Les bébés monstres de Gila mesurent 16 cm à la naissance. Merde. La maturité sexuelle, le jeune monstre de Gila est sexuellement mature entre 3 et 5 ans. Le nombre d'œufs par ponte de 2 à 12 œufs, 5 en moyenne. La période de ponte, la saison des amours du monstre de Gila a lieu entre mai et juin, durée d'incubation 9 mois. Alors, du coup, le statut, c'est bien, on a toute l'échelle ici. Le monstre de Gila est une espèce quasi menacée d'extinction selon l'UICN. Alors, il y a préoccupation mineure, quasi menacée, vulnérable, en danger critique, éteint à l'état sauvage et éteint. Nous, on est en quasi menacé, juste avant le menacé d'extinction. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Préoccupation mineure et quasi menacée, ça veut dire menacé quand même. Juste de façon modérée, quoi. Par rapport à d'autres espèces qu'on estime plus en danger et qu'on va mettre sur une échelle
sur l'échelle dans la partie menacée d'extinction. Mais c'est pas parce que c'est vert et bleu et pas rouge, orange et jaune que c'est youpi. Hein. Toutes les espèces de la planète sont menacées en grande partie par notre faute. Et ça craint, en fait. Ça craint. Et c'est pas parce qu'on vous met des jolies petites... des jolis petits œillets en vert que vous dites « Oui, vous inquiétez pas, c'est juste une préoccupation mineure. » Dans une préoccupation mineure, il y a quand même préoccupation. Hein. Elle est mineure, mais elle est là. Hein, donc voilà. Ça craint. L'espèce ne va quand même pas bien. On va pas... Ne partez pas du principe sous prétexte que l'animal est noté sur le haut de l'échelle ou carrément pas évalué, que l'espèce va bien. Une espèce pas évaluée, pour moi, c'est même pire qu'une espèce évaluée mal, enfin, qui est dans le mal, parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez d'informations sur elle pour savoir comment l'aider, et en plus, qu'on s'en branle. Donc on n'a pas pensé à cette espèce-là, on s'est pas dit, tiens, on va aller essayer d'aller aider les couillons. Non, on s'est juste dit, bah, c'est pas grave. Tant pis, hein. De toute façon, on le voit pas, le machin, donc tant pis. Et du coup, non seulement on a un impact sur lui, mais en plus, on ne connaît pas cet impact, et on ne sait pas comment l'aider. C'est pire. À mon sens, c'est pire. C'est pas forcément pire, mais... Voilà. Au moins, ceux dont on sait qu'ils sont dans la merde, il y en a certains, malheureusement pas tous, dont on essaie de les aider, quoi. Alors qu'une espèce tout autant dans la merde, mais dont on ne sait pas qu'elle est dans la merde, on n'est pas prêt d'essayer de l'aider, quoi. Mais les impacts sont les mêmes, hein. Le oiseau qui va passer devant ma fenêtre. Voilà. Les menaces. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le monstre de Gila? Perte et dégradation de son habitat, urbanisation, agriculture. Bah, on vient couper ses arbres et après on s'en sert pour faire des prés pour les vaches. Donc évidemment ça craint, d'autant que les prés, etc., tout ça, ça détruit le sol. Hein. En gros, vous prenez le sol, un sol qui n'est pas du tout censé faire pousser ce que vous voulez faire pousser, et vous le forcez à faire pousser ce que vous voulez quand même. Bah ça le rend totalement infertile pour après. Vous pourrez rien faire pousser d'autre que ce que vous voulez sur ce pré sur ce champ une fois que vous l'aurez transformé, et ça marchera pas éternellement. Au bout d'un moment, votre champ il va crever. C'est-à-dire que les bébêtes qui sont dedans vont crever, votre sol, il n'est pas vivant, mais ce qu'il y a dedans l'est, et qui bouge, va plus pouvoir faire pousser grand-chose, et tous les organismes, les bactéries, les plantes, les animaux qui sont dans le sol vont se sentir, vont devoir les se faire foutre, ils vont être dérégler. Bref, vous allez tuer le sol, à terme. Donc, bon, ça craint, voilà. Ça craint, donc forcément ça... Je rappelle que ce truc vit dans le sol, dans des terriers, et il bouffe un peu de tout, essentiellement donc des insectes et plein d'animaux qui ont besoin des champs. Que ce soit les souris qui vivent dans les champs, les oiseaux qui mangent les souris et qui donc vivent dans les champs, et tout le reste en fait. Et les insectes qui vivent où? Bien vu. Donc compliqué. Donc si vous tuez le sol, bah vous tuez le monstre avec. Introduction de prédateurs et d'espèces invasives. En plus de ça, parce que sinon c'est trop facile, on lui met des chiens. Et oui. Et sauf que du coup il se fait gnoquer quoi. Des chiens ou alors des rapaces, je suis pas persuadé du... Remarquez, le chien, là pour le coup on n'a pas vu le chien dans la liste des prédateurs et en plus on a dit que... On a dit que le truc était venimeux. Et il a l'air venimeux, hein. Il a des couleurs quand même dessus donc... Oui souvent mais pas toujours couleur égale venin. Hein. Parfois ça peut être un trompe-l'œil genre... C'est pratique c'est pas comme ça que la nature fonctionne mais imaginez... vous peignez en plein de couleurs super voyantes et différentes, et vous dites, vas-y, gnoque-moi, je te mets au défi, mais sache que t'as une chance sur deux d'y passer aussi, quoi. Il y en a que ça refroidit. Et maintenant, même stratégie, mais vous êtes pas venimeux. Ok, vas-y, je crains pas du tout, mec. Vas-y, franchement, aucun souci. Encore une fois, une chance sur deux, on sait pas. Parfois ça marche. Donc... Les espèces qui sont full colorées, souvent, pas toujours, mais souvent, ça veut dire poison. Donc voilà. Ça vaut pour les champignons aussi. Hein. Les aménites tumouches, par exemple, si c'est si coloré, bah c'est pas pour rien. C'est pas pour une bonne raison, mais ça cet effet que on s'en branle d'être visible. Parce que tu viendras pas le gnoquer de toute façon. Introduction de prédateurs et d'espèces invasives, donc je sais pas quelles sont les espèces invasives et les prédateurs qui ont été introduits, mais bon, apparemment il y en a, et le braconnage et la chasse par mauvaise réputation. Et oui, ce truc, ayant la réputation de ne pas avoir d'anus, j'imagine bien que les gens sont terrifiés. Bon, non c'est faux, hein, mais surtout, j'imagine bien que ce truc, étant omnivore, bouffe un peu tout ce qui passe sous sa main, sous sa patte.
Et donc, je sais pas exactement ce qui pourrait être mangé dans le cas d'un pré où il passerait, mais bon, j'imagine que ça doit pas être très compliqué à trouver. Et le braconnage, bah, les gens sont cons, on donne leur un fusil, c'est fini. Hein. Et c'est à toi que je parle, Amérique. Donc, population. La population mondiale du monstre de Gila est actuellement inconnue. On sait cependant qu'elle est actuellement en baisse. Là. Donc elle est menacée, elle est quasi menacée, mais elle finira par être pire. Hein. Parce que ça chute toujours. Donc là, les photos. Les jolies photos. Et là, on les voit en train de se taper, du coup. Et là, vous avez toutes les refs. Ah, il a fait sa petite biographie, c'est cool. Ah, bah voilà. Toute la biographie. Il y a certains sites qu'on a déjà lus, j'ai l'impression. Oui, on peut charger depuis là. Ah, c'est du lien cliquable. Ah, on l'avait pas vu. Ah, c'est en anglais. Surtout dans les canyons. Et des endroits où il y a de l'herbe. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on a lu, hein. Ah tiens. Few data are available on the populations, structure and dynamics of the Gila monster because the organisms are extremely difficult to sex. On ne sait pas comment ça se comporte pour la baise parce qu'on n'arrive pas à les faire baiser en dehors de leur milieu naturel. Ils ont l'air d'être diurnes, vit le jour, d'être nocturnes qui vit la nuit. On le classe en tant que reptile docile. C'est-à-dire qu'il est pas chiant, quoi. Mais le prenez pas dans vos pattes pour lui faire des câlins si vous le connaissez pas, hein, pitié. Encore une fois, ça mord et il y a du poison dans sa bouche, donc bon. Bon, bah oui, on l'a déjà dit. Hein, Ah, des lapins aussi, il bouffe des lapins. Hein. Logique. Des souris, des écureuils, des oiseaux, d'autres lézards, des œufs, de tous ces trucs-là, des œufs de tortue, des œufs de serpent. Ah oui, il cherche la merde un peu. Le monstre de Gila a la capacité de consommer beaucoup de food de bouffe en même temps. Un peu comme les serpents. Les plus jeunes peuvent consommer jusqu'à 50% de leur poids total en une seule fois. En un seul repas. Là où les adultes doivent se calmer un petit peu, eux c'est seulement 35%, bande de petites bites, mais de grosses queues. C'est un avantage dans l'environnement où on peut pas chasser de manière régulière et avoir à bouffer tous les jours comme chez nous. Donc voilà, avoir beaucoup de bouffe d'un coup, c'est bien. Surtout si vous pouvez en stocker une énorme partie dans votre grosse queue, ça vous permettra de tenir à long terme. Et de pas crever de faim. Parce que si vous êtes full en 2 minutes, et que 40 minutes plus tard vous avez de nouveau faim, ça craint. Alors que si vous êtes l'équivalent d'un ronflex qui peut s'enfiler 45 tonnes de barbac d'un coup et que après on est tranquille pour 4 mois, c'est pas mal aussi quoi. Ça implique pas d'avoir de la bouffe régulièrement quoi. Or, on parle d'un animal qui vit essentiellement dans des canyons et dans le désert. J'imagine pas que la bouffe soit très courante. Donc ça marche. Ah. Et donc ce lézard se sert de sa langue pour sentir ce qu'il y a autour de lui. C'est comme ça qu'ils sentent les maufs. On a vu tout à l'heure, ils sentent les femelles et ils peuvent se rapprocher d'elles pour la baise là. Avec consentement bien sûr. Et ben là ils peuvent du coup, grâce à leur langue, ils font comme les serpents. L'importance de l'être humain. Ah non, l'importance économique du monstre de Gila dans l'économie de l'être humain. Heureusement, il n'est pas très important. Il y a un petit marché concernant lui. J'imagine... Ah non, c'est pas sa peau. Ce n'est pas sa peau. Qui peut servir d'aphrodisiaque, soi-disant. Encore une fois, les aphrodisiaques naturels... Non. Enfin, naturels. Tout est plus ou moins naturel. Couper des morceaux d'animaux pour vous les carrer dans le pif et dire « Ah, c'est bien, je bande maintenant », c'est pas... Non, madame, le monde ne marche pas comme ça. Si vous croyez, parce que vous avez été assez malade pour essayer, c'est juste que votre cerveau a trouvé du sens à un moment où vous avez réussi à bander, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les substances animales que vous êtes enfilées.
Et puis pourquoi vous nous faites chier en fait? Prenez du Viagra, c'est bon. Bref. Voilà. Et puis plutôt couper les pénis des serpents, coupez-vous le vôtre. Tiens, il paraît que c'est aphrodisiaque. Donc il y a un petit marché pour le pauvre bébou. C'est évidemment totalement illégal. Mais il peut être capturé dans certains états. Il y a des états de merde qui le permettent. On peut le trouver dans beaucoup de zoos. Je rappelle qu'il ne faut pas aller dans les zoos. Hein. Ne donnez pas de zoos à ces business, parce que ce sont des business. Ne donnez pas d'argent à ces business que sont les zoos. C'est de la merde les zoos. Ça craint. Le statut de conservation, il est protégé dans tous les états de l'Amérique où ils sont trouvés. C'est bien. Il est surtout tué parce qu'il est... il fait du poison. Il est venimeux. Donc c'est surtout pour ça qu'on le bute, parce qu'on est vraiment très très con. Le truc a traversé des centaines de millions d'années d'évolution, a développé du poison pour être sûr qu'on lui foute la paix, et grâce à ça, on a tous envie de lui taper dessus maintenant. Les humains, c'est bien foutu quand même. Hein. Voilà. Cette stratégie marchait super bien, puis l'être humain s'est dit « Ah non, ça me dérange, donc je vais taper dessus. » Voilà. Bah, ça l'emmerde. Alors qu'à la base, c'était développé, et ça marchait très bien, pour le protéger des emmerdeurs, justement. Sauf que, écoutez, on est con, c'est... Bref. Tac. Comme ça, on peut revenir sur le site qu'elle a, et moi, ça me fait des sources. Voilà. Hein? Mon chat qui fait des bruits. Bon, et ben, ça en fait un. Clac. Est-ce que vous avez une idée d'un autre truc qu'on pourrait faire? Une autre bébête dont on pourrait parler? Sinon, moi, je vous avais dit, il y a des trucs ici... Il y a des... Moi, j'ai une liste de bébêtes qu'on peut utiliser. Hein. Il y a des champignons, des grosses fleurs, des insectes, des crabes, des souris, des virus, un autre lézard, des trucs comme ça. Sinon, il y a toujours la commande que vous pouvez trouver dans le titre. Point d'exclamation roue, R-O-U-E, qui va lancer un sujet aléatoire dans le chat. Et après, on saura quel type d'organisme on cherche. Et après, on verra bien. Si je trouve pas, on pourra toujours chercher ensemble sur internet. Voilà. Et oui, parce que maintenant Halloween c'est fini, donc on va reprendre les hein, donc c'est pour ça. Ce que les gens... Ah oui, merde, il y a un décalage, je crois. On va reprendre les commandes, on va dire. Ah non, il n'y a pas de décalage. Ah si, il y a un décalage. Un peu comme moi, qui suis assis. Là... J'ai le nez qui gratte, c'est insupportable. Alors... Ça devrait être mieux. Oui ou non? Ça devrait être mieux. Absolument pas. Bah, pas du tout. C'est pas du tout mieux. C'est pas du tout. C'est pas du tout mieux. Bah, je ne sais pas. C'est que c'est des ralentissements sur mon PC alors, donc je sais pas vous dire à quoi c'est dû. C'est super bizarre, comment ça se fait que j'ai un gros décalage comme ça? Je vais réessayer de le remettre à une seconde de décalage. Moi je crois qu'il est en train de s'adapter au décalage que j'avais mis à la base et du coup il prend des plombs là. Est-ce que c'est ça? Non. Bah écoutez, c'est très bizarre. Là dans les deux cas j'ai un gros décalage. Je peux rien y faire. Si je mets 500 millisecondes, est-ce que c'est mieux? Je mets 500 millisecondes, est-ce que c'est mieux? Oui. Ah bah... étrange. Comment ça se fait que j'ai un décalage? En général, j'ai toujours un décalage d'une seconde complète, et là, j'ai une demi-seconde de décalage seulement. Comment ça se fait que j'ai un décalage... En général, j'ai toujours un décalage d'une seconde complète, et là, j'ai une demi-seconde de décalage seulement. Bon, c'est bizarre. Bref. Écoutez, on fera avec, hein.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire... Écoutez, on va faire le champi, hein. On va finir, on va terminer Halloween. Un peu en retard, oui, bon, d'accord, mais... Voilà. On va finir Halloween. C'est Lidnellum peki. Il y a... J'allais dire, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est pas vrai. Il y a des trucs à dire, mais vous allez voir que c'est surtout par son apparence que... Hein, voilà. C'est surtout son apparence qui est un peu bizarre. Alors... Je crois... Ah bah non, je crois mal. Merde. Oui, non, mais ça... Ouais. Non. Ah non! Ça c'est impardonnable, ça. Je rappelle, en essayant de pas être trop un connard, j'ai du mal à faire ça, que les champignons ne sont pas des plantes. Ce ne sont pas des animaux non plus. C'est pas un mix des deux, c'est pas un enfant chelou, c'est... non, c'est un autre règne du vivant à part entière. Il y a les plantes, les animaux, les bactéries, et plein d'autres trucs, et les champignons. C'est rien à voir. Les champignons, qu'on appelle les mycètes, c'est pas des plantes, c'est pas des animaux, et ça n'a aucun rapport avec tout ça. Voilà. Ça a un ancêtre très lointain, mais c'est pas du tout... C'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est à part, c'est encore un autre truc. Les champignons sont aussi différents des plantes et des animaux que les plantes sont différentes des animaux. Donc, voilà. C'est dire à quel point ça a rien à voir, quoi. On va peut-être aller voir ça. Ça aussi. Voilà. On va regarder. Et donc, voilà la gueule du champi. Attention, c'est un peu perturbant. Tac. Ça s'appelle le champignon dent qui saigne. Il y a plein d'autres noms, mais moi, le dent qui saigne, il me plaît. Ah, voilà. C'est pas beau, hein. Ça laisse à penser que c'est, je sais pas, du sang, mais non, évidemment, c'est pas ça. Mais c'est pas beau, hein. Là, c'est pas beau. C'est vrai qu'on dirait un genre de triangle qui pointe vers le bas, donc ça ressemble à une dent, mais c'est pas du tout... non. Une dent fort carriée qui saigne, quoi. Mais non, c'est pas ça. Merde, c'est en anglais, mais pas en français, pitié. Si. Ah, il est presque plus sympathique sur cette image. Vous trouvez pas? Moi, je le trouve plus... Hein? Ouais. Il me dérange moins, là. Alors, l'Idnel de Peck, Idnellum peki, son nom latin, est une espèce de champignon basidiomycète, vous savez la définition en mycète, de la famille des Bancaracées. Il est représenté par des sporophores au chapeau de 30 à 80 mm de diamètre, presque plat, irrégulièrement arrondi et bosselé, coloré de blanc rosé au début. Il prend une teinte foncée grenue à maturité. Ça ressemble un peu, hein. La marche Simpson est plus claire que le reste du chapeau, épaisse et arrondie en période humide et de croissance active. Les jeunes sujets exudent des gouttes de sudation rouge sang, fréquemment transpercées d'aiguilles de conifères. Ah. En fait, il y a des aiguilles de conifères, du coup, d'arbres, qui leur tombent dessus et ça leur fait des trous, c'est ça? Et eux, ils suent, donc ils transpirent une matière un peu rouge visqueuse chelou. L'hyménium est constitué d'aiguillons d'écurants. D'accord. Super. Il présente des spores arrondis et elliptiques. On fout un peu. Les confusions possibles. Elle a longtemps été confondue avec Idnellum ferrugineum. Ah oui, c'est vrai que ça s'en ressemble un peu aussi. C'est un champignon de la famille pareille des Bancaracées. Il est couramment dénommé Mealy Tooth ou Reddish Brown Corky Spine Fungus. Il s'agit d'une espèce largement répandue que l'on trouve en Afrique du Nord, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Elle s'en différencie principalement par le goût de sa chair qui est pas très bon, très piquante, ainsi que la coloration rose pâle de cette dernière parsemée de petits points foncés. L'Idnel de Peck pousse de façon isolée ou cespiteuse sur la terre parmi les mousses et les aiguilles dans les forêts de conifères, surtout sur les pinèdes. Oui, les pinèdes.
sur sol acide. Elle est visible en été et en automne au sein des régions montagnardes des subalpines d'Europe et d'Amérique du Nord, où elle est assez répandue. Ok. C'est quoi le truc qui est sécrété là? La sudation. En période humide et de croissance active, les jeunes sujets exudent des gouttes de sudation rouge sang. Donc c'est de la transpi. Ok. Pourquoi c'est rouge sang? Non comestible. Attention. Au cas où vous auriez envie de manger ça, ne le mangez pas. Voilà. Ah oui, et je rappelle, nous, ce qu'on voit des champignons, c'est ça. Évidemment, on ne voit pas tout. On voit pas tous les champis. Nous, on voit ça, on se dit, bah, champignons! En fait, oui, mais non. Ça, c'est pas un champignon dans son ensemble. C'est uniquement la partie reproductrice du champignon. Oui, quand vous cueillez les champignons et que vous mangez les champignons, et vous mangez les bites de champignons. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai champignon, c'est le réseau de racines du champignon qui a sous le sol, le mycélium. Et ça, là, bah, c'est ce qui sort pour pouvoir tousser les spores, qui vont ensuite être emportés soit par les animaux, soit par le vent, soit par allez savoir quoi. Et ça va... voilà. Littéralement, il jute son... Voilà. Mais vers le bas. Voilà. Bref. Voilà. Ceci n'est pas un champignon. C'est une bite de champignon. Si on devait imaginer que le champignon avait des bites. Bref. C'est rigolo. Et donc là, ce qu'on voit, c'est pas un champignon qui saigne. C'est une bite de champignon qui saigne. Bon, il saigne pas, mais vous m'avez compris. Enfin, la bite de champignon transpire. Bref. Voilà. Et donc, il est pas comestible. Ah oui, non, la recommandation officielle, c'est de pas le bouffer, mais on peut. Juste qu'il est pas bon, quoi. On se comestible, mais sans valeur. Il a une odeur douce et agréable, acidulée de noix. Il a une saveur très âcre, piquante et brûlante. Ah oui, donc il est bien pour le sentir, mais pas bien pour le bouffer, quoi. Il se reproduit beaucoup en août et en octobre, sous des épicéas et plein d'autres arbres, les pins, etc., surtout en montagne, avec un sol calcaire et acide parmi des mousses et des aiguilles. Il a un pied très court, donc ça c'est le manche de la... Vous m'avez compris? Égal à atténuer vers la base, souvent déformé, bulbeux, près du sol, parfois radiquant, épais, couvert d'aiguillons vers l'apex, donc c'est le sommet, poilu et agglomérant des débris vers la base, souvent brun, venimeux, spongieux et agglutinant. C'est pas la meilleure description de pénis que j'ai lue de ma vie, on va être honnête. Comment ça, j'en ai eu d'autres? Bref, remarque, cette île a un aspect étrange par les gouttelettes rouges à rouge vineux, qui exudent des chapeaux en croissance. Sa saveur âcre permet de confirmer son identité. Ah oui, donc il faut le bouffer pour savoir ce que c'est. Ah bah j'ai pas envie, merci, non merci. Elle subsiste même à l'état sec. D'accord. Donc là, on voit des photos du champi. Mais on sait toujours pas ce que c'est réellement concrètement la substance. On sait que c'est un genre de système de transpiration, ok. Mais bon. Sur Terre, machin. Comestibilité sans intérêt. Oh, le pauvre, il est sans intérêt. La dyspraxie qui tape fort, là. Est-ce qu'on peut pas trouver un site un peu plus bien? Oh! Oh! Oui! Les sites de muséums d'histoire naturelle, c'est toujours cool. Ah oui, mais non, c'est l'autre site de merde. On va rien voir là-dessus. Je m'attendais à voir ce site-là, moi. Mais non, à la place, on a celui-là. Disons qu'il ne me satisfait jamais, quoi. Ouais. C'est un champignon à chapeau. J'ai vu. Bon.
Bah, je suis déçu. Miko Québec. Oui. Non. The Red Juice Tooth. Ça, c'est le même site qu'au-dessus, non? Ouais, c'est le même. On va vérifier, hein, mais c'est bien le même, je pense. Est-ce qu'il y a des trucs sur ce site qui sont intéressants là, sur ce chapitre? J'ai l'impression, hein, parfait. Nope. Taxonomie statut. Oh. Merde. Alors, il est menacé, il est en préoccupation mineure dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est en vulnérable. Donc le stade juste après, quasi menacé, je crois, dans la liste rouge des champignons des Midi-Pyrénées. Il est en vulnérable aussi dans la Franche-Comté, et il est, enfin en Franche-Comté, et il est en danger carrément en Alsace. Et encore, il y a d'autres pages. Ah non, il n'y a pas d'autres pages, j'ai rien dit. C'est une espèce non réglementée, donc on la protège pas, quoi. Sauf que j'imagine qu'elle sert à quelque chose. Ça craint. Les cartes, les références, les jeux de données, les habitats, la valorisation. Ouais, bof. Bon. Bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, hein. Est-ce que je me suis pas laissé un site, quelque part, sur mon téléphone? J'avais cherché Champi, je vais trouver des trucs, mais alors, ça remonte à avant, hein, donc... Je sais pas. C'est temps que je vire des pages là-dedans, d'ailleurs, hein. Est-ce que je peux trouver ça? Ça c'était les chauves-souris, ça c'était un gros poisson, ça c'était un autre poisson, ça c'était une tortue, ça c'était un genre de cerf, ça c'était... Ah, le Solenodon, bah évidemment il existe encore, le vampire des Abysses, évidemment. Vrai banger le vampire des Abysses, hein. Si vous cherchez un peu, il y a moyen de trouver énormément de trucs trop cool sur cet animal. Ça c'est autre chose, le verbobit. Ah, on n'a pas parlé du verbobit, tiens, c'est vrai. Le Dobénos est top, ça on en a parlé. Le poisson lézard. La grenouille, je sais plus quoi dont on a parlé, bah, je crois que c'était hier. Hein. L'eucalyptus arc-en-ciel, on en a parlé. Dendrosicyos cotrana, on en a parlé hier ou avant-hier, mais je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est le cucurbitacé. C'est l'arbre. Chauve-souris, par rapport au Miraclavata, c'est la fourmi. Balle de fusil. Le candirou, c'est le poisson qui rentrait dans l'urètre, mais qu'en fait non. L'araignée banane. On porte bien son nom. L'Ementria. Ah, c'est la sangsue géante d'Amazonie, ça. L'Ementeria Gilliani. Ça, c'est autre chose. On va voir. Ça, c'est quand j'ai payé mes courses. Ah, rien à voir. Ça, c'est le Moloch. Et c'est... Ah, j'ai trouvé... Il y a un truc qui viendra plus tard. Et je trouve pas ce que je cherche. Le truc qui ressemble à une méduse, là. Le gecko. La crête. Ça me parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça? D'autres trucs.
Et donc non, je n'ai pas, hélas. Bon, bah c'est bizarre. Je ne sais pas où j'ai trouvé les infos sur ce truc. J'avais trouvé des infos comme quoi, bah, sur ce qu'était la substance, mais évidemment ça fait des mois, j'ai oublié, hein, les gars. Enfin, ça fait plus d'un mois, j'ai oublié. Ibn al-Mpeki. 100. Futura science. Ah. L'étrangeté du vivant. Ce champignon dégouline de sang. Qu'est-ce à dire que ceci? Champi, biodiversité, forêt. D'accord. Ah, décidément. Bon, j'attends que tous les pop-ups se virent, hein, parce que ça prend des plombes. Voilà, ça, non merci. Ça. Tu charges ou tu charges pas? Voilà. Hop là, ça dégage. Le reste, c'est ok. Donc, certains voient une crème glacée avec un coulis de fraise, d'autres du sang. Alors, une crème glacée avec un coulis de fraise. On mange pas les mêmes glaces, hein, mais d'accord. Ok. Certains donc voient des trucs, de la glace avec un coulis de fraise, d'autres du sang suintant d'une dent. Le champignon de montagne Ibn al-Mpeki n'est pas vraiment appétissant. On peut le retrouver en France, dans les forêts de conifères à l'est, mais il est rare, il est beaucoup plus abondant en Amérique du Nord et il n'est pas toxique, mais sa consommation ne présente pas d'intérêt gustatif particulier. Il est pas ouf, hein. Malheureusement, le liquide rouge ne lui donne pas du tout le goût d'une fraise, il est donc recommandé de ne pas le manger. Sous peine d'une expérience un peu désagréable. D'ailleurs, d'où vient ce liquide? Il s'agit d'un jus excrété par le chapeau des jeunes champis en croissance. Ah, donc c'est les jeunes. Les gouttes apparaissent lorsque l'humidité est suffisante et ont un goût âcre qui permet de différencier ce champi de son cousin. Il dénomme Diabolus, qui n'est pas le même que son autre cousin dont il fallait aussi le différencier en le mangeant, tout pareil pour la même raison. Bref, apparemment, il ressemble à plein d'autres de ses cousins, mais il goûte pas pareil. Ce liquide rouge sang contient un pigment qui a des propriétés anticoagulantes similaires à celles de l'héparine. Lorsqu'il vieillit, l'Ibn al-Mpeki change de couleur allant du jaune au bleu pour finir vers le brun. D'accord. Ah, et ici, donc, cette personne-là, Iter Arculta, celle-là, là, elle dit... donc que le champignon, il pousse dans les racines des conifères, donc de certains arbres. Donc il pousse dans ses racines, connecté à ses racines. Et donc la transpi, ils le font pas tous, c'est surtout chez les jeunes, voire que les jeunes, et j'ai pas toujours compris ce que c'est, mais c'est un jus excrété par le chapeau, par ceux en croissance, c'est ça, ceux qui sont en croissance. Et donc c'est de la transpi, selon l'autre site. Pourquoi il y a que les jeunes qui transpirent, j'en sais rien. À quoi ça leur sert de suer ce truc, en fait? Quelle est ma question. Découvrez le champignon qui saigne. Mycothérapie. Oula, je suis pas sûr du site déjà. Ah oui, on voit bien qu'il est brun ici. Happy Halloween. Alors oui, mais c'est pas le bon. Du coup, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup, hein. Ibn al-Mpeki, tout ce qu'il faut savoir sur les champignons. Là, on parle bien du bon, a priori. Imaginez machin, tout ça, ok... Ah, mais j'ai déjà lu cet article, il me parle. Imaginez que vous faites une promenade en forêt. Au détour d'un sentier, vous voyez des gouttes de sang sur le sol. En regardant de plus près, vous identifiez une chose bizarre en forme de dent qui saigne.
Vous vous dites peut-être qu'il s'agit d'un accident de chasse. Oui, c'est vrai que les dents, ça saigne souvent. Ce ne serait pas la première fois. En novembre 2022, dans la Drôme, un cueilleur de champignons a été confondu avec un sanglier. Je vous laisse imaginer le désastre. Bah, il est mort, quoi. Mais ce n'est pas ce dont il est question ici. Comme quoi, la chasse, ça régule, mais... Dans cet article, vous allez découvrir un phénomène étrange et naturel qui provient d'un champi. Qu'est-ce que le champignon qui saigne? Le champignon à la dent qui saigne est l'une de ces bizarreries de la nature. Ce champignon originaire d'Amérique du Nord et d'Europe s'appelle l'Idnel de Peck, ou Idnelum pecki. Sa renommée mondiale lui vient de son apparence très chelou, qui pourrait figurer dans le dernier massacre à la tronçonneuse. En effet, ce champignon se caractérise par un chapeau irrégulier qui peut faire penser à une dent. De plus, son chapeau est parsemé de gouttelettes de sang. N'y voyez pas là les signes d'une intervention sataniste, je vous rassure, ce phénomène est 100% explicable. Ces gouttes de couleur rouge proviennent d'un liquide, la guttation, qui correspond à une sorte de transpiration du champignon. Il s'agit d'un processus biologique qui se caractérise par l'apparition de gouttelettes d'eau à l'aube sur les extrémités du champi. Le champi a d'autres jolis noms tels que l'idne à gouttes sanglantes, l'idnel saignant, les larmes du diable. Larmes du diable, c'est stylé. La crème à la fraise. Celui-là, il est bien. Il a rien à voir, mais il est bien aussi. Dents de la mort. Une autre caractéristique du champi est son mode de croissance très imprévisible. En effet, il arrive bien souvent que les deux champignons de cette espèce ne se ressemblent, que deux champignons de cette même espèce ne se ressemblent pas. Par ailleurs, il peut arriver que ce champignon absorbe des objets autour de lui, comme des brindilles ou des pommes de pin. Certains d'entre eux peuvent trouver ce champignon appétissant, toutefois l'Idnel de Peck n'est pas considéré comme étant comestible. Il possède un goût peu appétissant, particulièrement amer. Par ailleurs, sa texture est coriace, semblable à un bouchon de liège. Ah oui, c'est pas bon ça. Ça m'évoque rien de... À quoi ça ressemble? Bon, on a vu, hein. L'histoire du champi qui saigne. Ce champi est très peu documenté dans les histoires et les légendes. Il est mentionné pour la première fois en 1913 dans un ouvrage de mycologue américain Howard James Banker. Le nom du champi est un hommage à un célèbre mycologue américain, Charles Horton Peck. Charles Horton Peck est en quelque sorte le Paul Stamets, que tout le monde connaît bien sûr, du 19e au 20e siècle. Dans son travail, il décrit près de 2700 espèces de champignons aux États-Unis. Ce scientifique était habité, c'est pas pareil, d'une passion brûlante pour les champignons. Pour l'anecdote, il avait l'habitude de marcher les espèces pour détecter des signes de toxicité. C'est spécial, oui. Dans les années 20, ce champi est ensuite rangé dans la catégorie des idnes par le mycologue italien Pier Andrea Saccardo. Bienfait potentiel de l'Idnel de Peck. À ce jour, il n'existe pas de littérature sur les bienfaits potentiels de ce champi. D'après mes recherches sur internet, ce champignon possède deux composés actifs aux bienfaits potentiels, l'atromantine et l'acide téléphorique. Ces composés seraient des polyphénols, une classe de molécules antioxydantes. Le premier principe actif, l'atromantine, serait un pigment fongique au potentiel antimicrobien et anticoagulant. Cependant, il n'existe pas d'études scientifiques à ce jour pour appuyer ce bienfait potentiel. Donc ça vous tient, ça vous protège des maladies et des bactéries, quoi. L'acide téléphorique est également un pigment fongique. D'après cet article américain, ce composé pourrait... Donc je sais pas si j'aurai le courage d'aller voir. Donc d'après cela, là, ce composé pourrait stimuler la cognition. Il aurait ainsi un potentiel intéressant dans le cadre du traitement des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Ce champignon à dents qui saigne est le surnom de l'Idnel de Peck. Doté d'une allure digne des plus grands films d'horreur, ce champignon ne vous veut pourtant pas de mal. Ces gouttelettes de sang sont simplement le résultat de sa transpi. Bien qu'il ne soit pas comestible, ce champignon pourrait avoir un potentiel thérapeutique comme de nombreuses autres espèces. Toutefois, il n'existe à ce jour aucune étude scientifique qui confirme cela. Et ben voilà, on a compris maintenant. Un peu mieux. Hop. Gna.
Bon, bah je trouve rien de plus à dire vraiment sur la partie qui m'intéresse, donc le liquide sécrète. C'est de la transpi. Allez savoir pourquoi chez lui c'est rouge, mais en fait c'est juste la rosée du matin sur le champi quand il transpire, quoi. Si je comprends bien. Et il semblerait que c'est davantage présent chez les jeunes en croissance. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression personnellement de suer moins que quand j'étais ado, mais bon, ça se trouve... Voilà, voilà. Hop. Eh ben, c'était pas mal. J'ai pas regardé le remarqué, en même temps c'est fini. Donc, Bah, c'était pas mal. Ah si, c'est bon, c'est recalé. Bon. Bah voilà. Je suis fatigué. Il est mini. Il est mini. Il est midi 27. Je suis fatigué. On a vu deux trucs cool. Donc on a vu le monstre de Gilou. Donc un lézard venimeux, ce qui apparemment est rare, qui peut stocker un tiers de sa graisse dans sa queue. Et ça lui permet de tenir plus longtemps pendant les périodes où il n'y a rien à bouffer. Il vit dans les endroits désertiques. On voit lui. Et du coup, il fait du venin. Il a tout un système dans la bouche qui fait que sa salive, qui est acheminée jusqu'au bout de ses dents, est mélangée à du poison. Et quand il vous mord, du coup, bah, il vous empoisonne. Sauf qu'évidemment... il vous mordra pas si vous lui pétez pas les couilles, comme avec plus ou moins tout. Sauf les méduses, parce que les méduses, elles ne contrôlent pas. Elles vous piquent pas volontairement, en fait. Vous les touchez, c'est instantané. Mais bon, bref, ça sera pour une autre fois. Les méduses, elles ne gèrent pas vraiment, elles n'ont aucun contrôle là-dessus. C'est pour ça que si vous marchez sur une méduse morte, ça fera le même effet. Vous aurez quand même une brûlure, quoi. Enfin, une piqûre. Parce que c'est une piqûre et pas une brûlure. Bref, ça craint, voilà. Mais elles y peuvent rien, elles vous en veulent pas. Juste, vous avez touché, c'est vous qui prenez, quoi. Mais, voilà. En général, avec quand même, pas tous, mais avec une énorme partie du monde vivant, hein, une énorme partie des animaux, vous les faites pas chier, ils vous font pas chier, hein. Pas plus compliqué que ça. Après, bon, moi, je suis terrifié par les guêpes et les frelons. Donc je comprends que, même si on le sait, on n'a pas forcément envie de s'en rapprocher, mais il y a une différence entre s'en rapprocher et les buter au fusil, hein, comme le font malheureusement beaucoup trop de gens. Voilà. Donc, ça c'était le monstre des Gilous. Et l'autre truc qu'on vient de voir, c'est le champignon Linel de Peck, je crois. Ignelum pecki, qui donc est un champi relativement blanc, qui pousse un peu partout, surtout sur les forêts de conifères et de pins. Donc des arbres, et donc il transpire, comme tous les champignons ils transpirent, sauf que chez lui, ça transpire et est rouge, ce qui donne l'impression qu'il transpire du sang, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas bon, mais le goûter permet de le différencier de ses cousins, qui lui ressemblent beaucoup. Parce qu'apparemment ils n'ont pas le même goût, ils ont la même gueule mais ils n'ont pas le même goût. Il n'est pas dangereux à manger, dans le sens où il n'est pas venimeux, pas empoisonné, pas ce que tu veux, mais apparemment il n'est pas bon. Donc voilà. Et puis de toute façon, quand vous mangez les champignons, déjà les mangez jamais tout seul, et surtout, allez pas cueillir des champignons au pif dans la forêt, il y en a énormément qui sont venimeux dans le genre mortel. Si vous avez pour habitude de faire des cueillettes avec vos enfants, vos petits-enfants ou quoi dans la forêt, si vous y connaissez, ok, mais n'y allez jamais en tant qu'amateur comme ça, cueillir n'importe quoi dans la forêt pour le manger. Hein. Il faut être complètement débile ou malade pour faire ça. Faites-le toujours accompagné de quelqu'un qui s'y connaît, par pitié. Voilà. Ouais. Donc voilà, le monstre de Gilou et le champignon qui saigne. C'était ça. Moi, je suis fatigué et j'ai faim. Donc je vais vous laisser là. Voilà. Peut-être je restream demain, peut-être ce sera le matin, peut-être pas. Bref, je ne sais pas. J'essaie de streamer plus régulièrement, j'y arrive ces temps-ci, et ces temps-ci j'arrive même à streamer le matin, ce qui est incroyable. Mais c'est pas dit que je vais continuer. Hein. Voilà, mais sachez qu'évidemment je vais continuer à streamer, en essayant de le faire plusieurs fois par semaine. L'idéal ce serait d'arriver à faire ça 4-5 fois par semaine, à des horaires... dans mon idéal à moi, je ferais genre 2-3 streams dans l'après-midi, début d'après-midi, genre vers 14h, 13-14h, et le reste plutôt vers le matin. Mais bon... Ça, c'est dans ma tête, hein. C'est pas près d'arriver comme je veux tout de suite. Hein. Voilà, voilà. Donc,
Voilà. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je m'en vais. Ciao.